Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur les moyens de financement des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Je suis Aurélien Garot et je suis consultant en appui aux ONG de protection de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Je travaille notamment pour deux programmes, le programme des petites initiatives, le PPI, qui est un programme français qui accompagne des ONG de protection de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et un autre programme qui est le CEPF, le Critical Ecosystem Partnership Fund, qui accompagne aussi des ONG de protection de la biodiversité dans des hotspots de biodiversité dans le monde, et notamment en Afrique de l'Ouest. Avant d'aller plus loin sur les moyens de financement, il est important de revenir brièvement sur ce qu'est une aire marine protégée. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a défini une aire protégée comme un espace géographique clairement défini, reconnu et consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc une aire protégée qui est définie ainsi mais qui se situe en mer est donc une aire marine protégée. On retrouve des réserves, des aires marines protégées communautaires, des parcs nationaux. Ce qui est intéressant de retenir ici, c'est la notion tout est intéressant, mais la notion de gestion nous amène derrière forcément à des besoins de financement. Et donc c'est pour ça qu'il est important de discuter, de voir quels sont les moyens de financement possibles pour les aires marines protégées. Qui dit aire marine protégée dit différents niveaux de protection, plus ou moins stricts. Il y a plusieurs niveaux de catégorisation qui ont été faits et la plus récente dénombre 4 niveaux de protection. Et donc, ce qui est intéressant de voir ici et de garder en tête, c'est que si on a différents niveaux de protection, on va avoir des besoins différents de moyens et donc des ressources financières différentes. Donc avant de se poser la question des moyens de où aller chercher des financements, il est vraiment aussi important de lier ça aux besoins et donc au type de protection que l'on a dans notre aire marine protégée. En Afrique de l'Ouest, on a un certain nombre d'aires marines protégées qui existent. Et ici, sur cette carte, on observe une répartition assez éparse, assez diffuse, exclusivement le long des côtes. Nous n'avons pas d'aires marines protégées vraiment au large. Et on a aussi une question de connexion entre ces aires marines protégées qui se pose. Mais on voit quand même que tout le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, il y a des aires marines protégées, plus ou moins grandes, et qui du coup vont avoir chacune leurs besoins, chacune leur manière de fonctionner et chacune leurs moyens de financement, alors déjà existants ou à mettre en œuvre, mais on voit vraiment qu'il y a un maillage tout le long de l'Afrique de l'Ouest au niveau des aires marines protégées. Alors maintenant, au niveau du contexte mondial, on a un engagement des États à augmenter les surfaces d'aires protégées, y compris les aires marines protégées. Donc pour les aires protégées, on a la démarche 30 par 30 qui est de protéger 30% de la planète d'ici 2030. Donc on a vraiment un engagement à l'échelle mondiale à ce niveau-là. Malheureusement, aujourd'hui, les financements sont pas suffisants pour assumer la gestion de tous ces sites. Et donc, on a vraiment des forts enjeux de développer des moyens de financement, mais des moyens de financement durables. Donc, c'est vraiment une question clé, prioritaire pour répondre aux enjeux actuels de conservation de la biodiversité en milieu marin. Surtout que si on parle de milieu marin, on parle de matériel qui coûte assez vite cher et donc de besoins financiers assez importants. Donc c'est important de mettre ça en avant dans le contexte avant d'aller plus loin. Donc il y a beaucoup de moyens différents qui existent, on va en voir 9, mais malheureusement trop peu utilisés ou trop peu connus par les gestionnaires. Comme je le disais plus tôt, on est dans une capsule vidéo, donc on va présenter brièvement
des exemples de moyens de financement des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. On ne va pas forcément aller énormément dans le détail de chacun, mais vous pourrez ensuite le faire une fois que vous connaîtrez ces différents moyens de financement. Je mettrai aussi quelques liens qui permettront d'approfondir un peu en fonction de ce qui vous intéresse. Donc on va en passer 9 en revue. Les financements tout d'abord par l'État, ensuite des financements par de l'aide internationale, ensuite les financements par des fondations philanthropiques, ensuite les financements issus du tourisme, les clés de répartition des recettes en interne, ensuite la contrepartie des entreprises ou les dons des entreprises, la notion de carbone bleu et des crédits carbone, les fonds fiduciaires et enfin les campagnes de financement participatif. Le premier moyen de financement qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le financement par les États, qui en Afrique de l'Ouest est aussi le premier parce qu'historiquement les aires protégées ont été créées par les différents États principalement. Donc c'est un appui direct par des moyens financiers ou avec un budget annuel, mais aussi par des moyens humains avec des équipes qui sont mises à disposition pour la bonne gestion de l'aire marine protégée. Alors, ce qui est intéressant avec ces financements, c'est qu'on est sur un acteur national qui est donc l'État est donc présent en permanence et donc en termes de durabilité, la présence d'un acteur est assez importante à noter. Et on a aussi le fait que c'est le mandat souvent de l'État, donc ce qui est un atout en termes de financement. Malheureusement, même si c'est le mandat, les financements sont souvent faibles ou trop faibles par rapport aux besoins dans une aire marine protégée. Et l'intérêt aussi dépend des orientations politiques de chaque mandat présidentiel. Et c'est ce qui est aussi ce qui peut avoir des hauts et des bas en termes de financement lors d'un mandat présidentiel. On retrouve par exemple au Sénégal un appui de l'État avec une direction des aires marines protégées communautaires et des équipes qui sont mises à disposition dans un certain nombre d'aires marines protégées communautaires et des moyens avec des budgets annuels alloués. Donc un premier moyen de financement qui est très connu mais qui est important de mentionner parce que notamment c'est le rôle régalien et souvent le mandat de l'État d'intervenir, donc qui doit notamment assumer ce mandat par des moyens de financement. Donc aussi le fait de faire du plaidoyer pour avoir une intervention assez importante de l'État au niveau des financements pour les aires marines protégées est à prendre en compte. Un deuxième exemple que je voulais présenter, c'est l'aide internationale par des prêts ou des subventions. Là, on est sur des appuis de moyens financiers et ou même des moyens techniques avec des assistantes techniques qui peuvent être mises à disposition et des financements donc de la part de gouvernements étrangers. C'est assez intéressant comme format. On a donc des appels à candidature qui viennent assez régulièrement de la part de différents gouvernements étrangers, mais on a aussi des propositions directes qui peuvent être envoyées par les aires marines, par l'équipe de gestion des aires marines protégées pour solliciter des appuis, ou alors des fois des gouvernements étrangers qui invitent les aires marines protégées à postuler, à envoyer des candidatures. Alors, les atouts à ce niveau-là, c'est qu'on a de nombreuses opportunités. C'est vrai que régulièrement, il y a des appels à projets. Régulièrement, il y a aussi des invitations qui sont faites en fonction du niveau de développement organisationnel de l'aire marine protégée. Donc ça, c'est un point positif, tout comme le fait que ça donne de la visibilité à l'international. Il ne faut pas oublier qu'une aire marine protégée
intervient sur une zone délimitée, mais a un impact sur les objectifs de conservation de biodiversité dans le monde, et même souvent aussi en termes de couloirs de migration, aussi bien pour les oiseaux que pour certains mammifères ou tortues marines, mammifères marins ou tortues marines. On voit le besoin d'avoir de la connexion et donc entre différents pays, et donc la visibilité à l'international est assez intéressante. Néanmoins, il y a une forte compétition, il y a une forte demande pour ces moyens de financement, donc c'est assez difficile, et une certaine exigence aussi en termes d'écriture et en termes de documents qui doivent être présentés. J'ai mis juste quelques exemples, comme le Fonds français pour l'environnement mondial, comme la GIZ, l'agence allemande de développement, comme les US Fish Wildlife Service aux États-Unis. On a vraiment une grande diversité, et on retrouve aussi beaucoup ça en Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment un moyen de financement à prendre en compte. Ici, un moyen très intéressant qui est l'appui par des fondations philanthropiques. Donc c'est des fondations privées qui ont décidé de mettre une partie de leur capital financier pour aider des aires marines protégées, donc par des financements. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut être sur des montants assez élevés. Comme on le disait, on a des besoins qui sont importants en aires marines protégées, donc c'est le gros point positif. Des procédures assez flexibles aussi, ce qui peut vraiment faciliter la mise à disposition des fonds, la gestion des fonds. Donc qui est très positif quand on est gestionnaire aussi d'une aire marine protégée et qu'on doit vraiment se focaliser sur la gestion au quotidien. Néanmoins, c'est pas simple de créer des liens. Il faut aussi arriver à aller dans les réseaux de fondations philanthropiques, ce qui est pas facile, mais qui vaut le coup vraiment quand on a poussé les portes, quand on a cherché à créer des contacts et qu'on a mis en avant la qualité de gestion de l'aire marine protégée. J'ai juste mis un exemple à Ocean 5. Il en existe beaucoup d'autres aussi. Je vais essayer d'en ajouter dans les liens. Un autre moyen qui est intéressant, c'est d'utiliser le tourisme, notamment par des billets d'entrée ou alors des participations de certains tour opérateurs à réorienter certaines de leurs recettes dans le budget de l'aire marine protégée, ou encore la vente de produits qui permettront d'avoir un pourcentage réorienté vers la gestion de l'aire marine protégée. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous permet une gestion interne des fonds. Donc en termes d'autonomie, c'est assez positif. Par contre, le gros point négatif, c'est qu'il faut un certain nombre de touristes pour que ce soit efficace. En Afrique de l'Ouest, c'est encore, selon les sites, le tourisme est peu ou pas développé, et ça c'est du coup un frein vraiment à ce moyen de subvention, mais qui peut être très intéressant quand on se retrouve près d'hôtels, quand on se retrouve dans des zones où on a une forte fréquentation touristique. Là je mettais l'exemple de l'aire marine protégée communautaire de la Somone au Sénégal, qui se situe à côté de plusieurs complexes hôteliers et qui est très facile d'accès. Donc ce qui permet d'avoir des entrées régulières tout au long de l'année, et donc à chaque entrée d'avoir des recettes pour pouvoir justement augmenter le budget de l'aire protégée et ensuite pouvoir faire des actions concrètes de gestion de cette aire marine protégée en fonction des objectifs qui sont fixés. Donc le tourisme, c'est un aspect dans les aires marines protégées qui peut être très intéressant, mais vraiment en fonction du site et en fonction de la fréquentation touristique. Donc il a aussi un avantage de faire travailler en concertation avec les opérateurs, mais selon la fréquentation du site. Ici, on n'est pas sur des ressources externes, c'est plutôt la gestion de ces financements en interne. Et on parle de clés de répartition. On le retrouve surtout dans les cogestions, ce qui existe notamment au Sénégal, dans les aires marines protégées communautaires, où on a donc plusieurs parties prenantes qui partagent le mandat de gestion.
Et donc, les recettes peuvent être réattribuées à ces différentes parties prenantes en fonction d'une clé qui est discutée au préalable. Alors, c'est assez intéressant parce que ça permet la concertation, ça augmente ça améliore la gouvernance de l'aire marine protégée, et l'ensemble des co-gestionnaires bénéficient de revenus. Après, c'est pas facile à mettre en place non plus parce que tout ce qui est lié à l'argent est sensible, notamment en termes d'équité. Donc, ça reste difficile, mais dans le cas de co-gestion, c'est très intéressant de l'avoir et ça peut motiver vraiment certaines parties prenantes à s'impliquer plus dans la gestion de l'aire marine protégée. Donc, je remettais l'exemple de la Somone avec une clé de répartition qui est bien définie. On retrouve dans d'autres sites également, mais c'est à prendre en compte une fois qu'on a des ressources et un budget bien défini. Ici, une notion un peu plus complexe et qui dépend aussi d'entreprise, qui est la contrepartie des paiements la contrepartie des entreprises, qui est en fait la compensation des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes que peuvent avoir certaines entreprises. Ça peut être intéressant en termes de montant. Après, il y a plusieurs questions qui se posent avec ce système-là. C'est la notion d'éthique en fonction de ce que fait l'entreprise. C'est vrai que si c'est une entreprise qui va avoir un fort impact négatif sur la biodiversité, et d'un côté on va prendre cet argent pour fonctionner, on peut avoir des questions d'éthique qui se posent. Et aussi la démarche de mise en œuvre, c'est pas simple à mettre en œuvre, ça prend du temps, il faut déjà engager des entreprises, il faut montrer l'importance de notre aire marine protégée, et il faut un certain soutien aussi potentiellement d'autres acteurs, alors étatiques ou internationaux, pour créer ce lien et créer cette confiance. Donc ça peut être des faiblesses. En Guinée, on a par exemple le code minier qui oblige à faire une étude d'impact environnemental et social avant d'entamer des activités. Et donc, en cas d'impact, la possibilité de compenser par des financements, donc pour des actions de conservation de la biodiversité et notamment de gestion d'aires protégées. Donc, c'est une possibilité, ça existe. Maintenant, voilà, ça à prendre en compte sur la mise en œuvre du processus et la connexion avec les différentes entreprises. Un autre exemple qui est les dons des entreprises. On peut avoir au niveau national ou au niveau international certaines entreprises qui ont une politique environnementale et sociale et donc avec des fonds qui sont alloués pour faire des dons pour des actions de protection de la biodiversité. Alors on peut se rapprocher de certaines entreprises justement pour avoir un appui. Alors les montants peuvent être variés, c'est pas forcément des gros montants, mais l'atout c'est que ça peut permettre une certaine visibilité dans le secteur des entreprises et donc attirer aussi d'autres entreprises à accompagner. Par contre, encore une fois, selon l'impact de l'entreprise, on peut avoir une image négative qui peut être liée à cet appui. Si on a une entreprise d'exploitation pétrolière qui va nous appuyer, on peut avoir forcément cette image négative si on est lié à cette entreprise en termes d'image. Et donc, comme je disais, en termes de fonds aussi, ça peut être un peu plus faible. Mais c'est à garder en compte en fonction des entreprises intervenant dans la zone, en fonction du réseau des gestionnaires, voilà, à garder en tête pour continuer justement à avoir des moyens diversifiés. Alors, qui dit aire protégée dit aussi fonds fiduciaires. Alors, les fonds fiduciaires, c'est des institutions privées, juridiquement indépendantes, qui en fait mobilise des capitaux dans le but de générer des revenus réguliers sur du long terme. Ce capital, il est investi sur des marchés boursiers et les revenus générés sont utilisés pour financer les coûts de fonctionnement et d'aménagement d'aires protégées. Ça peut être marin côtier notamment. Donc ce qui est le gros point positif, c'est la durabilité, c'est les montants, ces gros montants qui peuvent être générés. Par contre, il faut un certain temps et processus pour mettre ça en place,
pour le gérer, parce qu'il faut déjà obtenir des fonds qu'on va ensuite mettre sur ces marchés boursiers. Donc ça prend du temps. C'est une technique qui quand même est assez poussée, donc il faut aussi une certaine expertise. Un autre problème, enfin risque, c'est on est sur des marchés financiers, donc des fois ça fonctionne bien, par moments ça fonctionne moins bien, donc c'est aussi un risque derrière. Et là, en fonction des investissements, même si c'est plutôt bien encadré aussi, il y a un risque d'investir sur des activités qui peuvent favoriser la destruction de la biodiversité. Donc ça, c'est aussi des gros points d'attention à avoir quand on s'engage sur des fonds fiduciaires, c'est où est investi, sur quel marché est investi ces fonds. On a plusieurs exemples, on a la BioGuinée en Guinée-Bissau comme fonds fiduciaire, ou le Bacomab au niveau du banc d'Arguin en Mauritanie. Donc je vous invite à regarder un peu plus en détail ces fonds pour en savoir un petit peu plus. Toujours en lien avec les entreprises, on a les crédits carbone bleus, qui est en fait la notion de conservation ou restauration d'écosystèmes par le marché carbone, qui en fait nous permet de gérer des zones qui limitent les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, dans notre zone, on peut penser aux mangroves, on peut penser aux herbiers marins en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est des zones qui limitent les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, certaines entreprises peuvent justement mettre, de par leurs émissions de gaz à effet de serre, peuvent mettre des crédits carbone pour protéger certaines des zones qui vont justement absorber ce gaz à effet de serre ou limiter les émissions. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des gros montants. Après, c'est compliqué à mettre en place. Ça demande vraiment un soutien de l'État ou un soutien de partenaires internationaux, publics notamment. C'est vrai que c'est la difficulté. Après, il peut y avoir des montants intéressants et selon l'engagement des pays, ça peut aussi être au niveau national sur toute la côte. Donc, peut-être à prendre en compte aussi en fonction de chaque contexte. Et enfin, un moyen de financement qui est moins connu, c'est les campagnes de financement participatif. Enfin, je dis moins connu, moins utilisé au niveau des aires marines protégées. On le voit beaucoup au niveau des ONG. Mais c'est un exemple sur un thème donné, à un moment donné, on peut lancer une campagne de financement participatif. Il y a des sites internet qui sont faits pour ça, où on présente un petit peu un besoin d'activité à un moment donné. Donc ce qui est intéressant, c'est ça peut nous permettre de prioriser nos besoins, donc un travail interne de réflexion qui est assez intéressant. Et on peut aussi présenter l'aire marine protégée au niveau international. Après, ça ne sera pas des gros fonds, ça sera complémentaire de certaines activités. C'est aussi peut-être le point négatif. J'ai mis deux exemples là, KissKissBankBank ou Ulule, qui sont des plateformes de crowdfunding. Il en existe d'autres. Voilà, un élément à prendre en compte qui ne sera pas des gros montants, mais qui permettra d'améliorer la visibilité, de prioriser ses besoins et toujours de diversifier ses fonds.